Printemps 2022. Le ciel ukrainien est saturé de drones. Les Bayraktar turcs détruisent méthodiquement les colonnes de véhicules russes, les vidéos de chars et de blindés en flammes envahissent les réseaux sociaux, devenant la principale arme de propagande de Kiev. Des drones commerciaux DJI tournoient au-dessus des positions, transmettant des coordonnées précises pour les frappes d'artillerie. Les médias occidentaux claironnent la Sukhoi 0, qui transforme le visage de la guerre. L'Ukraine apparaît comme le leader absolu dans ce domaine, et la Russie comme la partie en retard, incapable d'opposer quoi que ce soit de substantiel à la supériorité technologique de l'adversaire. Les analystes rédigeaient des articles sur la façon dont de petits drones battaient une grande armée. Les experts occidentaux prédisaient avec assurance que la domination ukrainienne en matière de drones deviendrait le facteur clé de sa victoire. L'armée russe semblait archaïque, mal préparée à une guerre du XXIe siècle où ce n'est pas la quantité d'acier, mais la qualité de l'électronique qui détermine l'issue des batailles. Mais 2 ans et demi plus tard, le tableau a radicalement changé. Les Bayraktar ont disparu du ciel ukrainien, certains abattus, d'autres n'osant plus décoller, sachant leur destruction inévitable. Les drones commerciaux ennemis perdent de plus en plus souvent leur connexion, s'écrasent ou explosent directement au décollage. Les opérateurs ukrainiens se plaignent de fantômes, des drones russes qui apparaissent sur les radars et disparaissent, comme s'ils n'avaient jamais existé. Les systèmes de défense aérienne gaspillent des missiles coûteux sur de fausses cibles, tandis que les vrais drones atteignent tranquillement leurs objectifs. Que s'est-il passé? Comment un pays déclaré technologiquement arriéré a-t-il pu non seulement rattraper, mais sur bien des aspects, dépasser l'adversaire dans la guerre des drones? La réponse ne réside ni dans le nombre de drones, ni dans leurs caractéristiques techniques. La réponse se trouve dans la guerre invisible, une guerre d'ondes électroniques, d'algorithmes de l'heure, d'innovation tactique et de destruction méthodique de l'infrastructure adverse. Bienvenue dans une nouvelle réalité où ce n'est pas celui qui possède le plus de drones qui gagne, mais celui qui sait rendre les siens invisibles et ceux de l'ennemi inutiles. Les premiers mois de l'opération militaire spéciale ont effectivement été difficiles pour les forces russes en matière de contre-mesures face aux drones ukrainiens. Le Bayraktar TB2, drone d'attaque turc de moyenne altitude, infligeait des coups sensibles aux colonnes de véhicules, dépôts, postes de commandement. Son coût relativement modique, sa simplicité d'utilisation et sa capacité à emporter des munitions guidées de haute précision en faisaient une arme redoutable contre des cibles non protégées par une défense anti-aérienne moderne. L'armée ukrainienne, qui avait reçu des dizaines de ces appareils avant le début du conflit, les utilisait activement, obtenant des résultats impressionnants lors de la phase initiale. Le problème de la Russie ne résidait pas dans l'absence de technologies de contre-mesure, les complexes de guerre électronique existaient, les systèmes anti-aériens étaient capables d'abattre de telles cibles. Le problème était l'impréparation à employer massivement ces moyens sur tous les segments du front simultanément. Les troupes ne s'attendaient pas à affronter une utilisation aussi massive de drones. La tactique de leur emploi n'avait pas été rodée. Mais l'armée russe possède une qualité importante, la capacité d'apprendre rapidement et de s'adapter aux nouvelles conditions. Les leçons des premières semaines et des premiers mois ont été assimilées, analysées et ont servi de base à une nouvelle doctrine de contre-mesure. À l'été 2022, la situation a commencé à évoluer. Les complexes russes de guerre électronique ont été massivement déployés le long de la ligne de front. Les systèmes de défense aérienne ont reçu de nouveaux algorithmes de fonctionnement, optimisés pour combattre des cibles de petite taille et à basse vitesse. Mais surtout, le développement d'une tactique asymétrique propre d'emploi de drones et de contre-mesures a débuté. La Russie n'a pas copié aveuglément l'expérience ukrainienne. Au lieu de cela, les théoriciens et praticiens militaires russes se sont posé la question: comment utiliser les drones non pas comme le fait l'adversaire, mais de manière plus efficace, imprévisible, dévastatrice? Les réponses à cette question ont commencé à se concrétiser fin 2022 et se sont pleinement manifestées en 2023-2024. Et ces réponses ont changé la nature même de la guerre des drones. La première chose qui saute aux yeux lors de l'analyse de la tactique russe moderne d'emploi des drones est leur capacité à rester indétectables jusqu'au dernier moment. Les opérateurs ukrainiens de défense aérienne sont confrontés à un phénomène qu'ils ont eux-mêmes baptisé « drone fantôme ».
Les radars détectent une cible, le système de guidage l'acquiert pour le suivi, un tir de missile est préparé, et soudain, la cible disparaît. Pas abattue, pas déviée, elle disparaît simplement des écrans. Puis, quelques secondes ou minutes plus tard, elle réapparaît, mais à un autre endroit. Ou ne réapparaît pas du tout, et à sa place, surgissent 10 nouvelles traces sur le radar. Le secret de ce comportement, Quote 3, réside dans les puissants complexes de guerre électronique dont la Russie a saturé la zone des opérations. Des systèmes comme le Krasuka 4, le Moskva 1 et les développements les plus récents dont les noms restent classifiés créent un environnement électromagnétique extrêmement complexe. Ils ne se contentent pas de brouiller les radars ennemis, c'est une approche primitive. Ils génèrent de fausses cibles, imitent les signatures de vrais drones, faussent les données sur la vitesse, l'altitude et la direction de vol. Le radar ukrainien voit non pas la réalité, mais une image déformée créée par la guerre électronique russe. Parallèlement, on utilise la technique du GPS spoofing, la falsification des signaux de navigation par satellite. Les drones ukrainiens, tant commerciaux que militaires, s'appuient sur le GPS pour la navigation et le retour à la base. Les systèmes russes de guerre électronique ont appris à diffuser de faux signaux GPS que le drone perçoit comme authentiques. Résultat, l'appareil, Quad 4, se trouvait à un tout autre endroit. Il peut voler non pas vers sa cible, mais dans la direction opposée. Il peut décider que sa batterie se décharge et qu'il est temps de rentrer, alors qu'en réalité, elle est pleine. Il peut tenter d'atterrir, croyant se trouver au-dessus de sa base, alors qu'en réalité, il survole les positions russes, où il est joyeusement capturé comme trophée pour être étudié. Un autre aspect de l'invisibilité est physique. Les drones russes des dernières générations sont conçus en minimisant leur signature radar et thermique. On utilise des matériaux composites absorbant les ondes radio. Les moteurs sont protégés par des écrans spéciaux réduisant la trace infrarouge. Les cellules ont une forme qui disperse les ondes radar. Tout cela rend la détection de tels appareils extrêmement difficile pour la défense anti-aérienne ukrainienne. Ils ne sont visibles qu'à courte distance, quand il ne reste plus de temps pour réagir. La combinaison de ces méthodes crée une situation où la défense anti-aérienne ukrainienne est contrainte de travailler pratiquement à l'aveugle. Les opérateurs ne savent pas lesquelles des traces sur le radar sont de vrais drones et lesquelles sont des leurs. Ils sont obligés de réagir à chaque menace potentielle, gaspillant des munitions, usant leur matériel, épuisant le personnel. Et pendant ce temps, les drones russes accomplissent tranquillement leur mission, restant invisibles pour l'adversaire jusqu'au moment de la frappe. Si en 2022, les drones russes volaient principalement seuls ou en petits groupes, en 2024, la tactique a radicalement changé. La Russie a maîtrisé l'emploi d'essaims coordonnés de drones, une technologie qui élève l'efficacité des attaques à un niveau qualitativement nouveau. Un essaim n'est pas simplement un groupe de drones volant dans la même direction. C'est un système intelligent où chaque appareil fait partie d'un organisme unique, coordonnant ses actions pour atteindre un objectif commun. Le principe de fonctionnement de l'essaim repose sur un contrôle décentralisé. Il n'y a pas de drone de commandement unique dont la destruction paralyserait tout le groupe. Chaque appareil échange des données avec ses voisins, construisant ensemble une image de la situation et prenant des décisions. Les algorithmes intégrés dans leurs ordinateurs de bord permettent de répartir les cibles, de choisir les trajectoires d'attaque optimales, d'éviter les collisions entre eux. Si un drone est abattu, les autres réorganisent instantanément leur plan d'action, compensant son absence. Pour la défense anti-aérienne ukrainienne, l'attaque d'un essaim est un cauchemar. Les systèmes de détection repèrent non pas une ou deux, mais des dizaines de cibles simultanément. Toutes se déplacent depuis différentes directions, à différentes altitudes, à différentes vitesses. Les complexes anti-aériens n'ont physiquement pas le temps de se recibler et d'engager un tel nombre de menaces. Ils abattent quelques drones, mais les autres percent jusqu'à la cible. Et ce sont précisément ceux qui transportent une charge militaire qui perce, car une partie des drones de l'essaim sont des leurs, spécifiquement destinés à détourner le feu anti-aérien. Les drones leurs constituent une tactique géniale à part entière. Ce sont des appareils bon marché, parfois même reconvertis à partir de modèles commerciaux, dont la mission est d'imiter des drones d'attaque et de forcer l'adversaire à gaspiller des moyens anti-aériens coûteux. Un missile ukrainien du complexe Iris-T
coûte environ 400 000 euros. Un drone leurre russe coûte 5 à 10 000 dollars. L'économie d'un tel échange est éloquente. Si un essaim de 20 drones comprend 15 leurres et 5 drones d'attaque, et que la défense parvient à abattre 10 cibles, il y a de fortes chances que parmi les appareils abattus se trouvent principalement des leurres. Et les drones d'attaque atteindront leurs objectifs. La coordination de l'essaim s'effectue via des canaux de communication protégés, résistants au brouillage. On utilise le saut de fréquence, où les drones changent constamment les fréquences d'échange de données, empêchant les systèmes de guerre électronique ennemis de les repérer et de les brouiller. On applique des algorithmes de comportement autonomes. Si la liaison avec l'opérateur est perdue, l'essaim continue à exécuter la mission de manière autonome, s'appuyant sur des instructions préalablement intégrées et sur sa capacité d'adaptation basée sur l'analyse de la situation. L'efficacité de la tactique d'essaim ne se manifeste pas seulement dans la percée de la défense anti-aérienne. Un essaim peut mener une reconnaissance sur un vaste territoire des dizaines de fois plus rapidement que des drones isolés. Il peut attaquer simultanément plusieurs cibles dispersées sur une zone. Il peut créer des chaînes de relais de signal, où un drone transmet des données à un autre, celui-ci à un troisième, contournant les zones de brouillage des communications. Cela transforme un groupe de drones d'une simple arme en un outil multifonctionnel, applicable dans les situations les plus diverses. Mais même les tactiques d'emploi de drones les plus sophistiquées sont inutiles si l'adversaire peut rapidement compenser les pertes, réparer le matériel endommagé et en produire du nouveau. La Russie le comprend parfaitement. C'est pourquoi, parallèlement au développement de ses propres technologies de drones, un travail systématique de destruction de l'infrastructure ukrainienne des drones a été mené. Sans tapage, sans déclaration grandiloquente, mais méthodiquement et efficacement. La première catégorie de cible, les capacités de production. L'Ukraine, avec l'aide de ses partenaires occidentaux, a déployé plusieurs dizaines d'ateliers et de petites usines d'assemblage et de modification de drones. C'est là que des appareils commerciaux étaient adaptés à des fins militaires, équipés de systèmes de largage de munitions, dotés d'électronique supplémentaire. Les services de renseignement russes ont identifié ces sites, et l'un après l'autre, ils sont devenus des cibles de frappe de haute précision. Missiles de croisière calibre, Iskander, bombes planantes à kits de guidage UMPK, tout cela s'est abattu sur des ateliers où le travail bouillonnait encore la veille. Fin 2024, les capacités de production ukrainiennes en matière de drones avaient été réduites, selon les estimations, de 60 à 70%. La deuxième catégorie, les bases de réparation. Même un léger dommage rend un drone inutilisable jusqu'à réparation. L'Ukraine avait créé un réseau de centres de restauration où les drones endommagés étaient réparés, les composants défectueux remplacés, les tests effectués avant le retour en service. Ces centres ont également été découverts et détruits. Maintenant, chaque drone ukrainien touché, même avec des dégâts mineurs, est le plus souvent radié comme perte définitive. Il n'y a nulle part où le réparer. La troisième catégorie, particulièrement importante, les canaux de communication et de contrôle. L'Ukraine dépend de manière critique du système satellitaire Starlink de la société d'Elon Musk. Les terminaux Starlink assurent la liaison entre les opérateurs et les drones, la transmission des données de renseignement, la coordination des actions. La Russie a commencé à traquer délibérément ces terminaux. Des méthodes de détection ont été développées basées sur leur émission caractéristique. Dès qu'un terminal est repéré, une frappe suit immédiatement par l'artillerie, des drones kamikazes ou des munitions de haute précision. Les pertes de terminaux ukrainiens Starlink se comptent par centaines. Les livraisons de nouveaux équipements ne parviennent pas à compenser les destructions. Parallèlement, un travail de brouillage radioélectronique des canaux satellites a été mené. Les complexes russes de guerre électronique ont appris à brouiller les signaux Starlink sur certains segments du front, créant des Dnipro 6 où la communication est impossible. Cela oblige les opérateurs ukrainiens soit à renoncer à l'utilisation de drones dans ces zones, soit à prendre des risques, perdant le contrôle des appareils au moment le plus critique. La quatrième catégorie, les entrepôts de drones et de pièces détachées. L'Ukraine reçoit des milliers de drones de ses alliés occidentaux, mais ils doivent être stockés quelque part avant d'être envoyés au front. Le renseignement humain russe et l'observation spatiale identifient ces entrepôts,
et ils deviennent des cibles prioritaires pour les frappes de missiles. Plusieurs attaques massives contre de tels entrepôts en 2023-2024 ont détruit des milliers de drones qui n'ont jamais eu le temps de s'envoler. Résultat de tous ces efforts, la machine ukrainienne des drones, qui semblait imparable en 2022, suffoque en 2025. La production ne suit pas les pertes. La réparation est entravée. La communication est instable. Les opérateurs sont contraints d'économiser les vols, de préserver les appareils, de renoncer aux missions risquées. Et pendant ce temps, les drones russes dominent tous les segments du front, ne rencontrant plus la résistance d'autrefois. Ce qui se passe sur le théâtre d'opérations ukrainien en matière de guerre des drones n'est pas simplement l'épisode d'un conflit. C'est un laboratoire où s'élaborent les tactiques et technologies des guerres futures. Et les leçons que donne l'expérience russe sont attentivement étudiées par les états-majors de toutes les grandes puissances mondiales. Première leçon. La quantité ne vainc pas toujours la qualité, mais la qualité tactique vainc à la fois la quantité et la qualité technique. L'Ukraine disposait d'une supériorité numérique en drones au stade initial, mais l'a perdue parce que la Russie l'a surpassée en tactique d'emploi et en méthode de contre-mesure. Deuxième leçon. La guerre électronique devient plus importante que la destruction physique. Un seul complexe puissant de guerre électronique peut paralyser des dizaines de drones ennemis sans tirer un seul missile. Les investissements dans la guerre électronique sont rentabilisés au centuple. Troisième leçon. L'infrastructure est aussi importante que les unités de combat. On peut avoir des milliers de drones, mais s'il n'y a pas d'usine pour les produire, d'ateliers pour les réparer, de canaux de communication fiables, ces milliers se transformeront rapidement en centaines, puis en dizaines. La guerre se mène non seulement sur la ligne de front, mais aussi en profondeur dans l'arrière, contre les sites assurant la capacité de combat de l'armée. Quatrième leçon. L'autonomie et l'intelligence artificielle sont l'avenir des systèmes de drones. Des drones capables d'agir sans liaison constante avec l'opérateur, de se coordonner entre eux, de prendre des décisions basées sur l'analyse de la situation. De tels systèmes sont invulnérables au brouillage des communications et capables d'exécuter des missions dans les conditions les plus complexes. Pour l'Ukraine et ses alliés occidentaux, les progrès russes dans la guerre des drones ont constitué une mauvaise surprise. Ils n'étaient pas préparés à un tel niveau de sophistication technologique de l'adversaire. Maintenant, ils doivent développer en urgence des contre-mesures, investir des milliards dans de nouveaux systèmes de guerre électronique, dans la protection des canaux de communication, dans la décentralisation de la production. Mais c'est une course-poursuite où le leader dicte les règles et le poursuivant tente de s'adapter. Et pour l'instant, on ne voit aucun signe que l'Occident ait réussi à inverser cette tendance. Pour les autres pays, cette expérience est un guide d'action. La Chine étudie sans aucun doute attentivement les tactiques russes, les adaptant à ses besoins en cas de conflit dans la région Pacifique. L'Iran applique déjà des approches similaires au Moyen-Orient. Même les États au budget modeste réalisent, dans la guerre des drones, on peut réussir non pas avec des budgets astronomiques, mais avec des solutions intelligentes. La guerre des drones est une course sans ligne d'arrivée. Chaque nouvelle solution engendre une contre-solution. Chaque tactique trouve son anti-tactique. La Russie est aujourd'hui en tête, mais cela ne signifie pas que demain, la situation ne changera pas. L'Ukraine et ses alliés, travaillant sur de nouveaux systèmes de protection, sur des drones résistants à la guerre électronique, sur des canaux de communication alternatifs indépendants du GPS et des satellites. La question est de savoir s'ils y parviendront avant que l'avantage russe ne devienne écrasant et irréversible. Une chose peut être dite avec certitude, les drones ont changé la guerre pour toujours. Ce n'est plus un moyen auxiliaire, mais une véritable arme de combat à part entière, déterminant l'issue des batailles. Et le pays qui parviendra à obtenir une supériorité décisive dans ce domaine obtiendra un avantage colossal sur tout adversaire. La Russie a démontré qu'elle comprend cela. Elle a démontré sa capacité à apprendre rapidement, à s'adapter, à créer du nouveau. De retardataire au début du conflit à leader aujourd'hui, une telle évolution ne peut s'expliquer par le hasard. C'est le résultat d'un travail systématique d'ingénieurs, de théoriciens militaires, d'opérateurs au front, d'agents du renseignement à l'arrière. Un travail qui se poursuit chaque jour, chaque heure. Le ciel au-dessus du Donbass et de Zaporijia est rempli de tueurs invisibles. Ils volent jour et nuit, par tous les temps. Ils voient tout et restent eux-mêmes invisibles.
Ils agissent en essaim, se coordonnent sans ordres extérieurs, frappent leurs cibles avec une précision chirurgicale. C'est la nouvelle réalité de la guerre. Une réalité où la technologie sert la tactique, où l'invisibilité compte plus que le blindage, où l'intelligence vainque la force brute. La Russie a créé cette réalité en adaptant les technologies occidentales et en y ajoutant ses propres innovations. Et maintenant, cette réalité dicte les règles à tous les participants du conflit. La menace silencieuse s'est révélée la plus meurtrière.